atypique et qui correspond parfaitement au titre de l'ouvrage qu'il nous présente aujourd'hui, qui est Hors cadre. Alors, c'est très intéressant, regardez bien la couverture, vous l'avez devant vous, c'est Hors cadre et représente, sur la couverture donc, un tableau de Perret Borel, qui est un auteur castillan, et qui montre un jeune garçon sortant du cadre. C'est en quelque sorte un trompe-l'œil. Et je crois que cette image correspond parfaitement et à votre formation et à votre propos. C'est-à-dire à ma formation, oui, ça y correspond totalement, puisque je n'en ai pas en fait. Donc, disons que j'ai voulu sortir, enfin je ne sais pas si j'ai voulu, mais en tout cas la vie s'est présentée comme ça. Je suis sorti du cadre assez immédiatement, puisque je n'ai pas fait d'études de beaux-arts, je n'ai même pas passé le bac. J'ai préféré aller au bistrot du coin à la place. C'est pas très sérieux, il faut pas le dire trop fort, je pense. Et pourtant, vous êtes reconnu comme un expert, en particulier au niveau des œuvres et des tableaux du 19e et du 18e siècle. Alors, reconnu en partie, de haute lutte en tout cas. De haute lutte. Quand on a un parcours atypique, il faut se battre pour se faire reconnaître par ses pairs. C'est un combat singulier et difficile. Mais on arrive à faire des choses quand même. Eh oui, et justement, ce qui est intéressant, c'est que le titre du tableau que nous avons évoqué tout de suite signifie en échappant à la critique, originellement. Donc vous-même, vous échappez à la critique traditionnelle, c'est-à-dire que vous avez été initié à la peinture par un peintre belge, qui vous a donné le goût de la peinture, et de ce fait, vous êtes passionné, vous êtes devenu encore une fois un expert, et cet ouvrage raconte de manière souvent très très drôle la façon dont vous procédez par rapport à l'intelligentsia, aux gens établis. Alors, il y a au début du livre quelque chose de très savoureux. Vous arrivez à l'hôtel Drouot et vous repérez un tableau bien particulier. En vente, bien sûr. Oui, alors déjà, je tiens à préciser, je ne crois pas qu'on échappe à la critique. Oui. On lutte contre la critique. Elle est toujours là. On peut toujours rêver. On peut toujours rêver. Voilà, on fait avec, en tout cas. Donc, je crois qu'il faut continuer à avancer, voilà, sur son rail, sans trop l'écouter. Mais oui, moi, j'ai commencé cette activité comme serveur dans la région. Je suis natif de Cagnes-sur-Mer. Et juste après le bac, n'ayant suivi aucune étude, je suis devenu serveur dans un EHPAD. À Péménade, donc pas très loin d'ici, où j'ai fait une rencontre assez miraculeuse avec un vieux peintre belge du nom de Pierre Saint-Sorny qui avait 90 ans et dont la chambre était le dernier atelier. Donc il y exposait tous ses tableaux, toutes ses toiles, tous ses dessins, etc. Et j'ai eu un véritable choc en le rencontrant. Il m'a initié à sa peinture, et en m'initiant à sa peinture, il a ouvert un univers immense. Dans lequel je me suis précipité, dans lequel je me suis engouffré immédiatement. Et puis je suis monté sur Paris très rapidement, puisque comme vous le savez, il y a le fameux hôtel Drouot à Paris, qui est une mine immense pour dénicher des trésors. Et ça a été une deuxième révélation pour moi, absolument. Donc j'ai trouvé quelques trésors disparus, effectivement. Et le fameux tableau représentant la femme nue couchée au oui, bord. un grand tableau de Gustave Courbet qui n'était pas présenté comme un tableau de Courbet, qui était présenté comme un tableau tout à fait anonyme et sans valeur, et dans lequel il m'a semblé reconnaître la touche du peintre. D'ailleurs, il était signé, ce qui ne garantit pas du tout l'authenticité d'un tableau, mais en tout cas, moi, j'y ai cru. Ou en tout cas, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et il faut croire que j'ai eu raison, puisqu'après une très longue enquête, très minutieuse, scientifique, après de nombreuses confrontations avec plusieurs spécialistes du peintre, le tableau a été exposé au musée Courbet, qui est l'institution de référence pour Gustave Courbet. À Ornans, oui. À Ornans, absolument, sa ville natale. Et donc, voilà, il a été reconnu par l'institution. Donc, ça a été une belle reconnaissance de mon travail. Oui, oui. Mais vous êtes un inventeur au sens archéologique du terme, c'est-à-dire que vous découvrez des œuvres. Et il y a un passage très drôle dans votre livre dans lequel une femme pas très agréable vous convie à examiner les œuvres qu'elle a chez elle. Elle vous reçoit dans un local bien particulier. Oui, c'est-à-dire qu'elle se méfiait de moi, mais on ne se connaissait pas, et puis c'est un milieu quand même où il y a une certaine méfiance. Donc cette dame me contacte et me dit venez chez moi, ou plutôt venez dans mon quartier, parce que j'ai quelques œuvres qui me semblent intéressantes, sur lesquelles j'ai pas travaillé. Donc elle m'a dit, écoutez, attendez-moi dans le local poubelle, donc c'était assez charmant, et je vais vous descendre les œuvres. Donc elle faisait des allers-retours comme ça, elle me présentait des œuvres sur lesquelles elle voulait que je me penche, et elle m'a présenté à un moment donné un grand carnet de dessins sur le couvert de la poubelle, et il s'est avéré que c'était un authentique carnet de dessins d'Eugène Delacroix. Donc c'est vrai que découvrir une œuvre importante de Delacroix sur un couvercle de poubelle, c'est quand même assez savoureux. Curieux cadre, c'est le cas de le dire, hors voilà. cadre. Hein. Mais c'est l'illustration aussi qu'on peut faire des découvertes n'importe où. Des œuvres qui ont
importantes, même parfois, qui ont perdu leur identité, peuvent se retrouver n'importe où, et notamment à la poubelle. Donc il faut être très vigilant, même parfois sur des œuvres qui n'ont pas l'air très précieuses. Alors justement, ce que vous dites là permet d'aborder une question de fond qui est moins drôle. C'est que vous montrez très bien qu'une œuvre, pour être authentifiée dans le monde de l'art, doit avoir une sorte de curriculum vitae. C'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse la liste de tous les propriétaires successifs de cette œuvre. Sinon, s'il y a un trou, tout de suite, il y a un soupçon d'erreur ou de falsification. De falsification. Oui, oui, absolument. Et pour moi, c'est une absurdité, puisque on ne demande pas à un paléontologue de dérouler un curriculum vitae sur un squelette de dinosaure. Hein. Donc, une découverte, elle s'impose à nous, hein, même en l'absence de toute provenance retraçable. Et je dirais l'honnêteté intellectuelle, quand on est un chercheur, en tout cas un tant soit peu rigoureux, c'est de se poser les bonnes questions. Ou en tout cas, au moins de se poser des questions, ce qui n'est effectivement pas du tout le cas de beaucoup d'intervenants du milieu de l'art. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dogme très, très puissant, très lourd, qui tend à nous faire croire qu'il n'y a plus d'œuvres inédites à retrouver, ce qui est une absurdité. Oui, et d'ailleurs vous montrez... C'est pour ça que c'est un combat, pardon. Oui, c'est faire reconnaître une œuvre d'art inédite sans provenance, a fortiori d'un grand peintre, c'est un combat. Et vous montrez d'ailleurs que le milieu des universitaires et des experts français est peut-être un peu plus fermé que celui des universitaires et des experts anglo-saxons. Et malheureusement, vous dites que cette frilosité tient d'abord à effectivement la peur de se tromper, parce que si on se trompe en tant qu'expert, on est quand même touché dans son ego et dans la réputation qu'on peut avoir. Mais il y a aussi une forme de frilosité et puis des intérêts financiers. Il y a des intérêts financiers, mais si vous voulez, un chercheur doit avoir le droit de se tromper sans pour autant être remis en question dans l'ensemble de ses découvertes. Mais il y a effectivement une sorte de paralysie comme ça de la part d'un certain nombre d'universitaires ou d'experts, de spécialistes. Et puis en même temps des territoires pour certains de recherche très fermés. Effectivement, on n'a pas le droit, si vous voulez, d'empiéter sur ces territoires de recherche. Parce que généralement, chaque peintre a son grand expert. Donc si vous voulez, dès l'instant où vous empiétez sur leur territoire, ça devient un petit peu compliqué. Tout ça est très animal. Oui, d'ailleurs, il y a même certains peintres dont vous avez renoncé à étudier l'œuvre pour cette raison-là. Absolument. Oui. Aujourd'hui, vous trouvez un potentiel Manet, un potentiel Monet, vous ne pourrez jamais le faire reconnaître. Donc ça montre qu'il y a un vrai problème. Il y a un problème d'ouverture d'esprit, un problème dans la recherche fondamentale au niveau de l'histoire de l'art, c'est évident. Mais et puis il y a des enjeux financiers, évidemment. Bien sûr. Oui, parce que si jamais on accepte l'idée qu'une œuvre peut être découverte, ça fait baisser la valeur relative des œuvres reconnues comme telles. Plus ou moins. Je ne crois pas que ça fasse forcément trembler tout le marché de l'art. Hein. Non, je crois que c'est un dogme, je crois, idéologique. Plus que financier, je le crois vraiment. De ce fait, nous pouvons parler maintenant d'arts qui sont moins, je dirais, figés. On va parler des arts incohérents. Oui, les arts incohérents. Qu'est-ce que sont les arts incohérents? Alors, c'est un mouvement formidable qui a œuvré à la fin du 19e siècle, une bonne dizaine d'années. Et le principe de son inventeur, c'était d'exposer les gens qui ne savaient pas dessiner. Donc c'était une sorte d'exposition qui était ouverte à tous les artistes amateurs, etc. N'importe qui pouvait exposer. Un bon millier d'œuvres ont été exposées dans ces expositions et tout a disparu. Et parmi ces œuvres a été créé en 1882 le premier monochrome de l'histoire de l'art, qui est une œuvre conceptuelle absolue, qui avait été exposée en 1882, donc pendant 4 heures. Et qui a disparu le soir même de son exposition et que j'ai eu la chance de redécouvrir 130 ans après sa disparition dans une collection particulière, chez des gens qui ignoraient totalement ce qu'ils avaient entre les mains. Donc alors, ça, c'est vraiment une découverte extraordinaire. Et le titre de l'œuvre Alors, il est très politiquement incorrect aujourd'hui. Disons-le quand même. Voilà, le titre, c'est « Combat de nègres pendant la nuit ». Mais tout le monde connaît ça aujourd'hui. C'est rentré dans le langage courant. Ouais. Mais il n'y avait aucune intention raciste à cette époque. C'était une sorte de calembour. Ça n'allait pas beaucoup plus loin. Mais c'est une œuvre qui a quand même marqué l'histoire de l'art très fondamentalement. Parce que vous dites très bien qu'elle a inspiré un autre grand artiste. Oui, tous les surréalistes, tous les dadaïstes, Breton, Marcel Duchamp notamment, etc. Pour eux, ce mouvement était absolument capital et a fait école. Mais toutes les œuvres ont disparu. Oui. Et l'œuvre en question a inspiré peut-être le fameux carré noir sur fond blanc de Malevich. De Malevich, absolument, oui, qui est beaucoup plus sérieuse, mais Malevich ne manquait pas d'humour, contrairement à ce qu'on pense. Donc il a probablement eu vent de cette exposition qui a eu un rayonnement international, hein, vraiment à l'époque. Donc vous voyez, le livre qui vous
vous ai proposé ici est vraiment hors cadre puisqu'il va vous raconter de l'intérieur la vie d'un expert qui découvre des œuvres totalement inédites ou qui ne sont pas reconnues comme telles. Et indépendamment du plaisir de la lecture, de l'humour et des fois du ton polémique que vous employez, il y a une qualité extraordinaire des représentations, des reproductions. C'est un plaisir pour l'œil. D'ailleurs, je vous invite à aller feuilleter l'ouvrage. Rappelons le stand où vous tenez. A033, je vous remercie. Eh bien, écoutez, nous attendons votre prochain livre. Et simplement, une petite remarque, c'est dommage qu'on ne puisse pas le procurer. Pouvez-vous le montrer? C'était votre première publication. Oui. Les arts incohérents. Donc, vous voyez, hors cadre et dans la suite, des arts incohérents. Dans la droite ligne. C'est dommage qu'on ne puisse plus l'avoir, mais il existe. Il est disponible. Voilà. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous pour votre lecture attentive. Merci beaucoup. Joanne. Merci. Merci.